Il existe, au creux de chacun et chacune d'entre nous, une voix intime, discrète, souvent étouffée par le tumulte du monde, mais toujours présente. Cette voix, c'est celle du dedans, celle qui murmure quand tout s'agite, celle qui connaît les voies de la paix, même quand tout semble chaos. La voix du dedans, c'est un espace d'écoute, un espace pour celles et ceux qui, partout sur cette terre, se lèvent chaque jour pour réparer, relier, reconstruire. Ce podcast est né d'un besoin, le besoin de rendre visibles les gestes invisibles, de faire entendre les voix qu'on oublie d'écouter, de raconter la paix autrement. Ici, nous tendons le micro à des artisans et artisanes du vivant, des médiateurs, des responsables associatifs, des leaders religieux, des citoyens engagés. Leurs histoires sont faites de silences tenaces, de regards échangés dans l'instant, de luttes patientes, de choix providentiels. Ancrées dans des contextes souvent oubliés, elles portent en elles une réalité qui nous concerne toutes et tous. Ce podcast est un espace suspendu, où l'on dépose le bruit du monde pour mieux entendre ce qui vibre en l'autre et en soi. Une parole née du dedans peut ébranler les murs du silence. Un écho vibrant peut réécrire toute une histoire. Et dans le battement uni de nos voix, le monde commence à guérir. Bienvenue dans la voix du dedans. Un souffle, une lumière, une voix. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast La Voix du Dedans, le podcast qui offre la parole à celles et ceux qui œuvrent dans les voies de la paix. Aujourd'hui, on parle de cette France qu'on regarde trop souvent à travers le prisme des faits divers, celle des quartiers dits populaires, des tensions sociales et des jeunesses qu'on dit perdues. Mais derrière ces mécanismes et ces représentations, il y a des réalités plus complexes. Des parcours marqués par l'exclusion, des systèmes qui alimentent la récidive plutôt que la seconde chance, et des inégalités qui s'ancrent dès l'école, jusque dans l'accès à l'emploi ou à la justice. Face à cela, des acteurs s'engagent sur le terrain. Médiation, éducation, prévention, travail social, autant de leviers pour retisser du lien, redonner du sens et permettre à chacun de reprendre sa place dans la société. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Yazid Kerfi, spécialiste français des politiques de prévention de la violence et acteur engagé dans le travail social depuis plus de 30 ans. Ancien détenu devenu expert dans la réinsertion des jeunes en difficulté, il œuvre pour le dialogue entre les habitants des quartiers et les institutions. Son parcours de vie, marqué par l'expérience directe de la délinquance et de l'incarcération, alimente une approche profondément humaine et crédible de la prévention. Il est aujourd'hui enseignant à l'université de Nanterre, consultant en médiation sociale et fondateur des médiations nomades. Un dispositif itinérant d'écoute, d'échange et de reconstruction dans les quartiers populaires. Je complète cette petite présentation par une citation du docteur Martin Luther King qui semble être l'un de tes mentors. Donc un pasteur américain, évidemment célèbre, prix Nobel de la paix 1964, qui disait « Rendre coup pour coup, c'est propager la violence, rendre plus sombre encore une nuit déjà sans étoiles. Or les ténèbres ne peuvent se dissiper par elles-mêmes, c'est la lumière qui les chasse. De même la haine ne supprime pas la haine, seul l'amour y parviendra. C'est là la beauté de la non-violence, libre d'entrave, elle brise les réactions en chaîne du mal. » Donc pour rappel, ce podcast a pour but de mettre en lumière la paix présente à l'intérieur de chacune et chacun d'entre nous, en donnant la parole à celles et ceux qui œuvrent pour la paix dans le monde. Yazid Kerfi, bonjour et bienvenue.
Bonjour et merci pour votre accueil. Avec grand plaisir. Aujourd'hui, j'ai envie de vous demander comment tu te sens ce matin. Très bien, comme d'habitude, je me sens toujours bien, en forme et bien dans sa tête et bienveillant surtout. Super, génial. Alors, commençons par le début de ton parcours. Par quoi a commencé ton engagement pour la paix et pour la non-violence ? À quel moment tu situerais le début de ton engagement ? Quand moi avant j'ai fait pas mal d'années de prison, j'ai été délinquant. J'ai changé le jour, moi je devais passer en commission d'expulsion puisque le gouvernement français a dit que j'étais une personne irrécupérable, qu'il fallait renvoyer en Algérie parce qu'avant je n'avais que la nationalité algérienne. Beaucoup de personnes m'ont soutenu, dont le maire socialiste de Mantes-la-Jolie. Il a dit au juge que j'étais un mec intelligent, j'avais des capacités. En tant que maire, je me porte garant pour lui et je m'engage même à l'héberger chez moi. Et vous voyez, c'est pour la première fois de ma vie, on a plutôt regardé mes qualités que mes défauts. Et il s'est produit un déclic dans ma tête. Je dis maintenant, je vais vous montrer mes qualités. Et je le dis toujours, dans la vie, c'est toujours des histoires de rencontres. On peut faire des belles rencontres ou des mauvaises rencontres. Ce jour-là, le jour du jugement, c'était une belle rencontre parce qu'on a plutôt regardé toutes mes qualités que mes défauts, quoi. Très bien. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'importance des rencontres ? Les rencontres, c'est toujours les gens qui se parlent entre eux, parce qu'on s'aperçoit qu'on vit dans des mondes de plus en plus séparés. Les riches d'un côté, les pauvres de l'autre, les noirs, les arabes d'un côté, les blancs de l'autre, les garçons d'un côté, les filles de l'autre, les jeunes, les institutions, vous voyez, on vit dans les mondes séparés, et que l'important, c'est à un moment donné qu'il y a des rencontres entre les uns et les autres, que les gens arrivent à se parler. C'est vraiment très très important. Je pars du principe qu'à chaque fois qu'on développera des espaces de parole et d'écoute, on fera reculer la violence. Or, on s'aperçoit que partout où il y a de la violence, c'est qu'il n'y a plus de parole quelque part. Donc, la chose la plus simple à faire, puisqu'on va se compliquer parfois à trouver des solutions compliquées, alors que la chose la plus simple, c'est de recréer des espaces de dialogue entre les uns et les autres. J'imagine que c'est cette profonde conviction en l'importance des espaces de dialogue qui t'ont amené à développer ces médiations nomades. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, Médiation Nomade, c'est une association. Comme j'avais du mal à convaincre les villes d'ouvrir des lieux pour accueillir le public, notamment les jeunes qui errent le soir dans les quartiers, comme je n'arrivais pas à convaincre les villes, j'ai proposé, et si je viens avec un camion, je mets un barnum le soir, je mets des tables et des chaises dehors, puis à la fin de la soirée, j'enlève tout. Et là, les mairies étaient d'accord. Donc mon camion, c'est un local à roulettes. C'est-à-dire que je m'installe sur l'espace public, comme une terrasse de café, la nuit, parce que la nuit, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs bienveillants. Il y a souvent la police, mais les autres acteurs ne sont pas souvent présents. Et donc, je m'installe le soir et je crée des espaces de parole. Les jeunes y viennent, mais je demande aux adultes de venir, parfois à la police de venir, aux élus, aux politiques. Et le soir, ils prennent un verre. Moi, je suis un spécialiste du thé à la menthe. Je fais du thé à la menthe que j'offre à tout le monde. Ils partagent un verre et ils se mettent à parler. Et on s'aperçoit qu'à la fin, chacun dit « ça nous a fait du bien parce qu'on a pu prendre la parole et on nous a écoutés sans nous juger ». Et les gens de l'extérieur qui avaient peur de ces jeunes, ils disent, en fin de compte, ils sont pas méchants, ces jeunes. On nous a tellement mis des images négatives sur ces jeunes que c'était des monstres. Puis en fin de compte, même s'ils sont délinquants pour certains, ils sont peut-être de la violence, mais en fin de compte, ce qu'ils demandent, c'est seulement de parler, quoi. Comment, en tant que médiateur, quelle est ton expérience sur le fait de travailler avec des acteurs très divers, que ce soit des institutions, des élus, des personnes, des membres de la police, des jeunes? On travaille le matériau de travail, c'est différents besoins, différents intérêts, différentes attitudes. Comment on travaille? Quel est ton regard là-dessus? Mon regard là-dessus, j'ai d'abord... je connais très bien les quartiers, j'ai grandi dans les quartiers, j'ai toujours vécu dans les quartiers, je connais la violence, je connais la délinquance parce que moi-même j'ai été violent, j'ai été délinquant. Je connais la prison parce que j'y suis passé. Et de l'autre côté, j'ai plusieurs diplômes universitaires sur la prévention de la délinquance. Je suis diplômé de l'école militaire à Paris, l'Institut des hautes études de la sécurité intérieure. J'ai une licence en sciences de l'éducation, j'ai beaucoup travaillé la question de la violence. J'ai un diplôme d'animateur social. Et quand tu as la pratique et tu as la théorie, en général, t'es bon. Et c'est pour ça que, pour moi, je suis à l'aise dans ces quartiers parce que c'est un monde que je connais. Et de l'autre côté, je me suis formé en formation à l'université et ailleurs, et en lisant des livres, pour comprendre aussi bien de l'intérieur et puis d'avoir un peu plus de théorie.
En général, quand tu as la pratique et la théorie, t'es bon, quoi. Je connais beaucoup de personnes qui ont plein de théories, mais ils savent même pas parler à un gamin. Et je connais des gens qui n'ont jamais été à l'école de leur vie, ils sont excellents dans les quartiers. C'est pour ça, c'est une question de posture aussi qu'on a vis-à-vis des autres, quoi. Quelle est la bonne posture à adopter pour travailler en tant que médiateur nomade ? Demain, quelqu'un se présente à toi, il dit que ça l'intéresse, qu'il a envie de te rejoindre. Quelles sont les qualités qui te semblent essentielles ? Au départ, c'est parler d'amour, quoi. On dit, on est là parce qu'on vous aime. Et puis après, on peut leur dire, oui, mais on n'aime pas ce que vous faites. Vous voyez, donc il faut toujours parler d'amour, on est là parce qu'on vous aime. Puis en général, ils sont étonnés parce qu'ils disent, de toute façon, les gens ne nous aiment pas. Hein. Regardez comment on parle de nous à la télé, regardez à la télé comment on parle des pauvres, des quartiers, des jeunes, des noirs, des arabes, des musulmans, que des termes négatifs. À quel moment on va parler de termes positifs par rapport à cette jeunesse qui va mal et en même temps qui ont vraiment l'impression qu'on ne les aime pas. Et donc, au bout d'un moment, eux-mêmes, ils n'aiment pas ceux d'en face. Et donc, au bout d'un moment, ceux d'en face peuvent devenir des ennemis. Et ceux d'en face, ils vont dire, le bouc émissaire, le problème dans le quartier, c'est ces gens-là. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut la créer, cette rencontre entre les uns et les autres en même temps. Donc la posture, c'est oser aller vers l'autre et ne pas avoir peur. En face, ce ne sont pas des monstres, ce sont des personnes en difficulté. C'est pas la même chose. Est-ce que dans ton engagement pour la paix, pour ce dialogue citoyen, tu as rencontré des obstacles ? Si oui, lesquels ? Et quelles solutions tu as trouvées pour les surmonter ? Il y a beaucoup d'obstacles. D'abord, la discrimination. Je suis arabe. Il y a plein de gens qui n'aiment pas les arabes, y compris les gens qui sont dans les hautes sphères politiques. J'ai fait de la prison. Il y a plein de gens qui n'aiment pas ça. Ah non, on va pas ramener un mec qui a été violent, qui a été délinquant. Vous voyez, les gens, ils regardent que le passé. Ils regardent ce qu'il y a à l'extérieur de moi, c'est-à-dire la violence, la délinquance, et ils ne regardent pas ce que j'ai à l'intérieur en même temps. C'est pour ça qu'il faut, à un moment donné, essayer de comprendre que derrière la personne délinquante, derrière la personne violente, il y a sûrement quelqu'un de bon. On a tous des défauts, mais à l'intérieur de soi, on a tous plein de qualités, c'est ça qu'il faut sortir. Donc les résistants que j'ai tenus, c'était des gens qui étaient racistes envers moi, des gens qui avaient les préjugés, des gens qui n'aimaient pas les gens des quartiers, des gens qui n'aimaient pas les pauvres, qui n'aimaient pas les arabes, qui n'aimaient pas les musulmans, qui n'aimaient pas les gens qui ont fait de la prison. C'est de la résistance aussi bien dans des institutions que chez les politiques. Je ne suis pas en train de généraliser, mais il y a des personnes qui ont des postes à responsabilité et donc qui ne t'ouvrent pas la porte parce qu'ils ne croient pas du tout en toi. Donc moi je pars toujours du principe que le problème des jeunes, c'est d'abord un problème d'adultes. J'ai pas les problèmes avec des jeunes dans les quartiers, du tout. D'abord, j'en suis à plus de 700 soirées avec mon camion. Vous voyez, je suis toujours vivant. Personne m'a tué. Et j'ai les problèmes avec le monde des adultes. Le monde des institutions qui parfois, pas tous, mais parfois, ils t'empêchent de venir. Ils te disent non, il n'y a pas à venir, on va pas parler de la violence dans mon quartier. Non, parce qu'ils veulent pas donner la parole à ces personnes-là en même temps, quoi. Donc, moi, j'ai des problèmes avec les adultes, je n'ai pas de problème avec les jeunes, y compris les jeunes qui sont dans la violence ou la délinquance. Et quand les jeunes te font part de leurs expériences, des moments où ils ont ressenti de la discrimination, soit de la part des institutions ou de la part d'autres citoyens ou des membres de la police, qu'est-ce que tu leur conseilles ? Comment tu les accompagnes dans ces moments où tu les écoutes sur ces témoignages ? D'abord, je leur dis, il ne faut pas généraliser. Il y aura toujours des personnes qui ne vous aiment pas, il y a des personnes qui sont racistes, il y a des personnes qui ont peur de vous, il y a des personnes qui n'aiment pas les personnes qui sont passées par la délinquance et la violence, mais il ne faut pas généraliser. La majeure partie des personnes sont des gens bien en même temps. Vous avez rencontré les mauvaises personnes en même temps. Donc, continuez à y aller. Plus vous ferez des efforts et plus à un moment donné, vous allez rencontrer les bonnes personnes, les bons interlocuteurs. Donc, ne lâchez rien. Mais en tout cas, ne répondez jamais par la violence. La violence est toujours un échec. Donc, il faut, malheureusement, aujourd'hui, il faut faire plus d'efforts que les autres. Les pauvres, les noirs, les arabes, les gens des quartiers doivent faire plus d'efforts que les autres pour trouver sa place dans la société. Mais une fois que vous avez franchi la porte et une fois que vous avez été patient et que vous avez toujours insisté pour pouvoir avancer puis rencontrer ceux d'en face, à un moment donné, vous allez atteindre le succès. Il n'y a pas de mystère, il ne faut jamais baisser les bras. J'ai cru comprendre
que la formation, le fait de faire des études, de se former, ça avait une place capitale dans ton engagement pour la paix. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton regard sur l'importance des études, le fait de toujours se former dans différentes disciplines pour avoir une approche qui correspond à l'expérience humaine de la vie finalement? Faire des études, aller à l'université, écouter des spécialistes et tout ça, ça permet d'avoir des réponses sur plein de questions qu'on se pose. Parce que si on se pose pas les bonnes questions et si on se trouve des raisons derrière qui sont parfois fausses et tout ça, donc forcément on n'avancera pas. Il faut essayer de comprendre pourquoi à un moment donné on a été soi-même violent. Pourquoi les gens d'en face ne nous aiment pas. Pourquoi on n'arrive pas à améliorer ce vivre ensemble dans cette société au niveau mondial et tout ça. Et à un moment donné, il faut faire un travail sur soi-même, c'est-à-dire la confiance en soi, l'estime de soi. Il faut travailler sur ses propres questionnements et puis essayer de trouver des réponses avec des spécialistes qui ont étudié ces questions en même temps. Il y a d'autres personnes qui ont trouvé ça. Et en écoutant les autres, en écoutant des spécialistes, en écoutant des experts et tout ça, au bout d'un moment, on arrive à trouver des réponses. Et quand on arrive à trouver des réponses, d'abord, on se sent mieux soi-même parce qu'on arrive à mieux se comprendre soi-même. On arrive mieux à comprendre la personne violente. On arrive mieux à comprendre le raciste, pourquoi la personne est raciste, et les personnes qui ont peur, qui ont des préjugés. Vous voyez, quand on arrive à comprendre tout ça, en faisant un petit peu de théorie, en allant chercher du côté peut-être de la sociologie ou de la psychologie, on arrive à trouver une partie des réponses. Et quand on a trouvé des réponses, on y va après d'une manière plus confiante et puis on sait employer les bons mots pour convaincre la personne d'en face et on arrive à mieux se comprendre. Mieux on se connaît et plus on arrivera à écouter ceux d'en face. Quelles sont les causes donc de la violence et les mécanismes de la violence? Et par la suite, j'ai envie de te demander quels sont les ingrédients de la non-violence? L'un des facteurs des facteurs et tout ça, c'est le manque d'amour, quoi. Il y a un manque d'amour, quoi. Les gens ne s'aiment pas. Beaucoup ne s'aiment pas. On ne sait pas toujours pour les raisons. Ça peut être ancien, ça peut être parce que les parents leur ont dit, c'est parce qu'ils ont écouté parfois certains médias, choses comme ça. Puis ça alimente un discours que les gens d'en face ne nous aiment pas. Donc c'est souvent une question d'amour. C'est aussi une question de peur aussi. On a peur de l'autre. On a peur d'aller vers l'autre. Et en situation de crise, on est toujours à la recherche d'un bouc émissaire. Quand on arrive dans une situation de crise, c'est plus facile de dire que on se remet pas en cause, on va remettre en cause ceux d'en face. C'est-à-dire, on va chercher un bouc émissaire et c'est plus facile de dire quand il y a des problèmes que le problème, c'est ceux d'en face. S'ils n'étaient pas là, et ben forcément, il n'y aura plus de problème. Parce qu'on refuse de se remettre en cause. D'abord, on ne veut pas du tout se remettre en cause. Il dit, nous, on est des gens bien. C'est les gens d'en face qui ne sont pas bien en même temps. C'est plus facile d'accuser forcément les autres. Donc, à un moment donné, c'est un travail sur soi-même et d'oser aller vers les autres et essayer de regarder quelle est notre part de responsabilité. On a chacun une part. Est-ce qu'on est suffisamment efficace dans notre façon d'agir ou pas en même temps? Donc, il faut que tout le monde accepte de se remettre en cause et à un moment donné, de travailler peut-être autrement, quoi. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut accepter de changer sa façon de faire et puis d'oser surtout aller vers les autres, quoi. Comment on travaille sur les mécanismes de la violence, les causes qui l'engendrent, et en même temps de se concentrer aussi, de se focaliser sur le fait de renforcer le pouvoir d'agir de chacun de ces jeunes, de faire à la fois un travail d'écoute sur les besoins non satisfaits que les jeunes cherchent à exprimer parfois par la violence, et en même temps se focaliser sur leurs aspirations, leur idéal, leurs rêves. Oui, parce que la violence, c'est toujours la solution facile en même temps. Donc, on est tous violents au départ. Quand on est né, on est tous violents. On le voit, le bébé, que pour avoir son biberon, il est obligé de crier pour rester en vie. S'il ne crie pas, il n'aura pas son biberon. Et dans l'éducation, on lui apprend la non-violence. Arrête de crier, arrête de gueuler, sinon je te donnerai pas ce que tu as. Vous voyez? Donc au départ, on est violent et tout ça, on apprend à faire à mesure la non-violence. Donc la violence est innée, on a tous de la violence en soi. Par contre, la non-violence, ça s'apprend. Ça s'apprend dans l'éducation, dans la façon d'agir et tout ça. On le voit bien. On le voit bien aussi dans les quartiers, quand les jeunes ne sont pas contents, ils vont casser.
quand tu n'aimes pas quelqu'un, la solution de facilité, c'est d'anéantir la personne, c'est de l'écraser, c'est de la tuer en même temps. Or, on s'aperçoit que c'est pas parce que la personne te parle mal, qu'elle te critique, qu'il faut forcément l'écraser, c'est qu'il faut arriver à lui parler pour qu'à un moment, retrouver du vivre ensemble entre les uns et les autres. Mais en même temps, on a remarqué que dans cette société, au niveau mondial, la violence, ça te permet d'avoir des résultats. En France, c'est à partir de la prise de la Bastille, par exemple, dans les siècles derniers, qu'on a commencé à avancer. On a créé la politique de la ville en France après les révoltes qu'il y a eu dans les quartiers. Donc, malheureusement, l'État, les adultes répondent souvent à la violence. Et donc, les jeunes, ils ont très bien compris, en étant violents, ça va ramener les médias, ça va ramener tous les journalistes, ça va ramener les sociologues, ça va ramener plein de discussions avec les politiques, et ils ont compris qu'en étant violents, on va les écouter davantage. C'est pour ça que c'est en face, on n'est pas bon en même temps là-dessus. Il faut pas répondre de cette manière par la violence. Il faut éviter que ça arrive, et franchement, il faut éduquer tout le monde à la non-violence en même temps. Parce qu'on s'aperçoit que à l'école, on n'apprend pas la non-violence en même temps. Or, on a besoin, si on était tous éduqués à la non-violence, si on trouvait des solutions autres que la violence en même temps, on avancerait beaucoup plus vite. Donc, c'est une éducation qu'on a à avoir, mais la non-violence n'est pas suffisamment prise en considération aujourd'hui en même temps, quoi. Sur ton chemin, est-ce que des personnes t'ont influencé pour aller vers la non-violence, des personnes t'ont enseigné, t'ont transmis sur les concepts qui entourent la non-violence ? Beaucoup de personnes, notamment par exemple le maire qui est venu à mon jugement, des travailleurs sociaux, des personnes qui sont militants de la non-violence avec qui j'ai discuté. Ils m'ont dit, Yazid, ce que tu fais, c'est de la non-violence, ta façon de travailler et tout ça. Et donc, je me suis rapproché des personnes qui sont dans la non-violence, mais en même temps, j'ai écouté ou j'ai lu des choses sur Martin Luther King, sur Gandhi, sur des personnes qui ont agi d'une manière non-violente. Et puis, on a vu qu'en fin de compte, qu'ils avaient quand même des résultats. Et parce que la violence, c'est toujours un échec, parce qu'il y a toujours des victimes derrière. Donc, c'est comment on peut avancer sans violence en même temps. On est plus fort par la non-violence que par la violence. On a remarqué que moi, je prends un autre exemple, souvent dans les quartiers, il y a des violences entre les jeunes et la police. Et je dis aux jeunes, il faut arrêter de lancer des pierres contre les policiers, arrêter de les insulter. Je vous propose qu'on fait demain une grande manifestation dans la ville. Vous voyez, et vous verrez qu'on va se faire entendre. Et c'est une façon de canaliser la colère des jeunes. Parce que si tu ne les canalises pas, ils vont casser. C'est la solution facile. Comme je vous l'ai dit que la violence, c'est inné en même temps. Or, tu organises une manifestation, les gens, tu mobilises les personnes dans une action non violente. Et on s'aperçoit que souvent, quand il y a eu des marches blanches ou il y a eu des manifestations, que derrière, il n'y a pas forcément de la violence. Vous voyez, on a trouvé d'autres solutions que la violence. Le fait de manifester, d'occuper une mairie, d'occuper un commissariat, d'aller en justice, d'aider la famille qui a perdu quelqu'un en même temps, les personnes, ils sont focalisés sur quelque chose de positif, et comme ça, ils oublient la violence. Parce que la violence, elle est toujours en intérieur. Il faut l'oublier vers quelque chose de positif. Et en fin de compte, on s'aperçoit qu'on a eu plus de résultats, plus de pouvoir en étant non violent. C'est pour ça qu'il faut agir de cette manière. Tu réalises un travail qui te demande de t'impliquer dans le groupe, d'être à l'écoute des autres, de différents acteurs, dans des situations parfois complexes. Est-ce que certaines pratiques du quotidien, certaines activités te permettent, toi, de te ressourcer, qui pourraient inspirer d'autres personnes qui font le travail que tu fais et qui, eux aussi, ont besoin parfois de se retirer du groupe à certains moments et de prendre un temps pour s'écouter soi. Tu parlais de la remise en question tout à l'heure, qui était un élément important pour continuer à avancer. Est-ce qu'il y a certaines activités que tu pourrais conseiller ou préconiser ? Qu'à un moment donné, il faut se ressourcer, il faut sortir des endroits où il y a des conflits, où il y a de la violence, et partir dans un endroit paisible pour se poser à la campagne, en haut d'une montagne, au bord de la mer et tout ça, dans la nature, et puis de réfléchir où on en est, de faire un bilan de sa vie, où on en est. Est-ce que je suis suffisamment efficace ou pas ? Qu'est-ce que je peux faire pour avoir plus de pouvoir et plus de pratique et d'être meilleur ? C'est-à-dire que
toujours accepter de se remettre en cause et accepter la critique, que les personnes puissent te critiquer en même temps, parce que dans la critique, il y a toujours une partie de vrai. Comme dans la violence, il y a toujours une partie de vérité. Si les gens sont violents, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en même temps. Si on passe son temps seulement à les focaliser sur leur comportement, on n'avancera pas. Il faut comprendre que derrière la violence, il y a toujours peut-être des besoins qui ne sont non exprimés. Donc à un moment donné, c'est bien de se poser avec des personnes bienveillantes et puis de refaire le monde avec ces personnes et de se parler. Est-ce qu'on est suffisamment efficace? Est-ce qu'on nous entend? Est-ce qu'on a des résultats? Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à d'autres solutions? Donc c'est bien à un moment donné de se ressourcer, de se former, d'écouter les autres qui ont parfois des points de vue différents. Et à force d'écouter, de lire, de se former, tout ça, ça permet de devenir un peu plus efficace encore. Parce qu'il faut continuer à agir. Il y a un gros problème quelque part, même dans un pays étranger. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau? Donc, je parle du principe qu'on a chacun du pouvoir, on a un petit pouvoir, et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça en même temps? On peut toujours agir. Reculer, on n'avancera pas, donc il faut toujours agir, donc il faut toujours avancer vers des solutions positives et surtout non violentes. Pour toi, qu'est-ce que la paix et qu'est-ce qu'elle n'est pas? La paix, c'est une façon surtout d'améliorer le vivre ensemble entre les uns et les autres. Donc c'est apprendre à vivre ensemble. On a besoin, de toute façon, on est sur Terre, on est tous sur la même planète et tout ça. On est né pour avancer, pour être dans l'harmonie, de parler d'amour et tout ça, et non pas se faire la guerre. La guerre, c'est le contraire du vivre ensemble en même temps. Et derrière, les limites et tout ça, bon, c'est les gens ne se connaissent pas, ne se comprennent pas, c'est que il y a des préjugés, c'est qu'on connaît pas le monde d'en face et tout ça, et donc il y a une certaine appréhension, et donc forcément les gens n'avancent pas en même temps. Donc et c'est au bout d'un moment, comme tu as peur, tu vas accuser les autres, et forcément on va vers la guerre parce que on se dit que les gens d'en face ne nous aiment pas, et donc au bout d'un moment, tu peux devenir violent. Pour calmer ce qui se passe, et à un moment donné, tu peux avoir de la haine. Et quand tu as de la haine, tu peux rentrer dans la guerre, tu peux devenir un terroriste, tu peux devenir un violent, tu peux devenir un tueur, des choses comme ça. En même temps, c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut éviter cette escalade pour sans arrêt revenir en arrière et dire mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je peux faire pour éviter ça en même temps? Donc c'est pour ça qu'il faut sans arrêt continuer à avoir une éducation sur la non-violence en même temps à ce niveau-là, quoi. Est-ce que des enseignants, par exemple, viennent te voir pour que tu interviennes sur la non-violence, que tu parles de ces thèmes-là? Aujourd'hui, est-ce qu'il y a de plus en plus d'acteurs de certains domaines qui viennent te voir pour que tu interviennes? Non, ça reste limité quand même. Je pense que je ne suis pas suffisamment utilisé. Je pourrais avoir du boulot tous les jours, partout et tout ça. On m'appelle peu. J'ai quand même du boulot, quand même. Il y en a qui m'appellent tout ça, mais je trouve que je suis sous-utilisé. Les établissements m'appellent pas parce qu'ils disent oui, mais si on te fait venir, toi un ancien détenu, ça veut dire que chez nous il y a de la violence. Et puis ils veulent la cacher, la violence. Ils veulent la cacher parce que eux, c'est-à-dire qu'ils veulent monter dans leur hiérarchie et tout ça, et donc on met tout sous le tapis en même temps pour pouvoir monter. Et le fait de faire venir Yazid, et surtout que des fois ça peut faire venir les médias, ça veut dire qu'on parler de la violence, et puis on va donner la parole à des personnes qui se comportent mal en même temps. La démocratie, c'est d'écouter tout le monde. Or, on n'est pas dans une vraie démocratie, on donne la parole à certains, on ne donne pas la parole à tout le monde en même temps. Donc certains ont peur de faire intervenir parce que ça les fait sortir de leur zone de confort. On va peut-être les critiquer, et ça, ils n'ont pas envie de l'entendre. Parce qu'ils ont des critiques, ils ont sûrement des choses à se reprocher, et ils n'ont pas envie que les gens d'en face leur reprochent certaines choses en même temps. Donc on préfère cacher les choses, ne pas te faire intervenir, ne pas écouter les autres, et puis ils ont toujours l'image, oui, mais c'est un mec qui a été violent, qui a été délinquant, sûrement il est un petit peu complice avec ces personnes-là. Donc il y a les blocages institutionnels de part et d'autre. Et c'est pour ça que je trouve que je ne suis pas suffisamment utilisé, même peu en même temps, par rapport à tout ce qui se passe partout en même temps. On ne nous donne pas la parole et on ne nous donne pas suffisamment de pouvoir. C'est ça, c'est le pouvoir en même temps. Il y en a qui ont du pouvoir et ils ne veulent pas le partager. Or, pour arriver dans cette société, il faut savoir partager le pouvoir avec tout le monde. Mais il y en a qui ne partagent pas le pouvoir, ils veulent rester tout en haut avec leur couronne, avec leur richesse et tout ça, et ne pas partager en même temps. Et ne pas parler surtout de
de leurs défauts en même temps, parce qu'ils ont plein de défauts ces gens-là, mais ils ne veulent pas en parler, parce que ce qu'ils veulent, eux, c'est monter en haut dans les hiérarchies, quoi. Donc c'est pour ça que je trouve qu'on n'est pas dans une vraie démocratie, et on fait semblant souvent. On fait semblant, on a tous un masque, et on se cache derrière les masques. Ce qu'il faut qu'à un moment donné, c'est que tout le monde baisse son masque, et qu'on puisse parler vrai entre nous, quoi. Si on te laissait plus carte blanche pour mettre en place des initiatives, à quel dispositif tu penses, quelle solution concrète tu aimerais mettre en lumière? À partout, si j'étais ministre, si j'étais président de la République, c'est d'abord des espaces de parole partout. Des espaces de parole, des lieux où les gens peuvent se poser, vider leur sac, des choses comme ça. Et en même temps, la personne qui est ailleurs, il crée de la mixité, des rencontres entre les uns et les autres. Ça, c'est important, des espaces de parole. Autre chose, c'est que tout le monde accepte d'aller en formation. Même les experts, même les politiques, même le président de la République acceptent d'aller en formation pour se poser les bonnes questions, pour être éduqué à la non-violence, pour trouver qu'on trouvera des solutions par la non-violence, que tout le monde accepte d'aller en formation et de se remettre en cause. Troisièmement, c'est de être tous des provocateurs de rencontres, parce que naturellement, les gens ne se mélangent pas. Et je dis toujours, provoquer la rencontre pour se connaître pour se respecter pour vivre ensemble. C'est ça qui est essentiel. Il faut qu'on soit tous des porteurs d'espoir et des provocateurs de rencontres. Il faut qu'à un moment donné, les gens vraiment arrivent à se parler. C'est la chose la plus facile à faire en même temps. Et pour moi, c'est la chose la plus efficace de recréer des espaces de parole où les gens peuvent se parler vraiment, en baissant son masque et on se parle vraiment en même temps, quoi. En vrai, c'est pas très compliqué, mais il n'y a pas une volonté de part et d'autre de pouvoir le faire. Est-ce qu'il y a un enseignement clé? Tout à l'heure, tu as parlé de l'importance de l'amour, par exemple. Est-ce qu'il y a un autre enseignement que tu aimerais nous partager là, qui te semble essentiel et qui est souvent insoupçonné en fait par le grand public en France? Je sais pas, peut-être que oui, je sais pas, la connaissance de l'autre, la culture, parler de choses qui nous séparent. Il y a plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous séparent. Mais de parler, accepter le conflit. Ça, je l'ai dit tout le temps. Moi, je travaille souvent sur le concept de transformer la violence en conflit. La violence est destructeur, la personne, elle n'existe pas, on l'anéantit. Dans le conflit, on n'est pas d'accord, mais on se parle. Donc, accepter à un moment donné de rentrer dans le conflit. Le conflit, c'est savoir parler, y compris avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. Et ça, c'est vraiment important, parce que les gens, ils ont peur du conflit parce qu'ils pensent que le conflit, c'est de la violence. Le conflit, c'est pas de la violence. Hein, le conflit, c'est au contraire, c'est pour ça qu'il faut passer de la violence au conflit. Toi qui as une grande expérience dans le domaine de la prévention et la gestion de conflits depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, est-ce que tu as observé des changements dans les phénomènes autour de la violence ou du dialogue citoyen, ou est-ce qu'il reste malgré tout des éléments en commun? Oui, enfin, il y a des changements, il y a quand même des signes positifs dans certains endroits où il y a du dialogue, il y a des choses qui se passent, il y a des lieux ouverts, il y a des gens qui se sont formés, qui acceptent de se remettre en cause et ça avance. Mais en même temps, on s'aperçoit que la violence monte. Elle continue à monter parce qu'on vit dans des mondes de plus en plus séparés, parce qu'on est dans l'individualisme, parce qu'il y a aussi Internet, il y a les réseaux sociaux, il n'y a pas besoin d'aller dehors pour voir le danger. Le danger, il arrive par les écrans, parfois en même temps, et avec plein de rumeurs, plein de choses fausses, des choses comme ça qui sont véhiculées par les médias, mais aussi la stigmatisation, comment les médias, ils parlent des autres, des pauvres, des noirs, des arabes, des musulmans, des jeunes, qu'en termes négatifs en même temps. Donc c'est pour ça que il y a un gros travail à faire sur les médias, mais aussi sur le danger d'Internet. Parce que l'information et la désinformation arrivent par les écrans aujourd'hui en même temps, quoi. Et tout le monde aujourd'hui regarde les écrans. Même les bébés, ils regardent les écrans aujourd'hui. On leur donne un écran, ça remplace parfois le biberon, on leur donne l'écran. Or, c'est un danger parce qu'il y a une addiction à l'écran. Ça devient une vraie drogue en même temps. Les gens, on le voit tous. Et comme ils sont derrière les écrans, ils sont de plus en plus individualistes. Tu peux même plus dire bonjour aux personnes en face de toi parce qu'ils sont devant un écran. Ils parlent pas, tu regardes dans le métro, dans le train, ils sont tous devant leur téléphone portable, et donc il n'y a plus d'échange en même temps. Pour ça, donc, il y a moins de dialogue, et donc chacun reste enfermé dans son monde.
Est-ce qu'il y a un projet que tu veux mettre en lumière maintenant par rapport aux personnes qui nous écoutent, ou une initiative que tu veux nous partager, ou des dates à venir pour venir te rencontrer et échanger avec toi? Non, mais c'est facile, c'est qu'on peut créer, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être des idées, peut-être nous aider à intervenir. C'est-à-dire, ils regardent mon nom sur Internet, ils mettent Yazid Kerfi ou Médiation Nomade, il y a plein de choses et tout ça, et ils se disent, tiens, moi je peux faire quelque chose, peut-être que je peux leur demander d'intervenir quelque part, et donc voilà, chacun peut faire à son niveau. Quelqu'un qui a mis dans une vie, tiens, on a cette situation, on connaît Médiation Nomade, on connaît Yazid Kerfi, on connaît certaines personnes, et que eux, ils organisent quelque chose en même temps. Mais si on fait pas cette démarche, forcément, on n'avance pas. On va là où on nous appelle. Si on nous appelle pas, on n'y va pas. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de chacun et les autres. On a chacun les compétences. C'est ce qu'on appelle l'intelligence collective. On est tous intelligents, et donc comment on peut avoir une personne qui est de loin et qui peut peut-être nous aider en même temps. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on recrée de la solidarité entre les uns et les autres, quoi. Ça, c'est très très important, quoi. Très bien. Avant de conclure, est-ce qu'il y a un mot que tu voudrais rajouter, quelque chose, où quand on parle de ces thématiques du dialogue citoyen ou de la prévention de la violence, quelque chose que l'on ne dit pas et qui devrait être plus souvent exprimé? Le terme la parole est toujours plus forte que la violence, c'est ça, c'est bien sûr parce qu'on parle de violence et de parole, s'il y avait plus de parole, il y en a. Donc c'est quelque chose de simple. Recréons des espaces de parole, il faut qu'on apprenne à se parler et oser aller vers les autres. On ne va pas vers les autres pour plusieurs raisons, la peur ou les préjugés ou des choses comme ça. Donc allez, il faut que chacun fasse un pas vers l'autre. Et c'est ça qui est très très important. Donc c'est pour ça que je dis que la rencontre, il faut la provoquer et partir du principe qu'on est tous des porteurs d'espoir. Et on est tous responsables de ce qui se passe. On a chacun une part de responsabilité. Le matin, on se lève, on dit quelle est ma part de responsabilité par rapport à ce que j'ai entendu à la télé ou ce que je vois dans mon quartier en même temps. Qu'est-ce qu'on peut faire chacun à son niveau? Parce que si chacun, à un moment donné, on acceptait de se remettre en cause et de travailler peut-être autrement, peut-être qu'on avancera un peu plus, quoi. Très bien, le message est passé. Donc en guise de conclusion, je voudrais souligner justement ce que tu as dit sur l'importance du pouvoir d'agir de chaque citoyen, la place de l'amour aussi pour éviter certaines représentations qui sont souvent véhiculées, alimentées par les médias et qui ne correspondent pas à la réalité, aux réalités humaines de ces jeunes qui ont un pouvoir d'agir, des choses à exprimer et qui aujourd'hui font partie de cette nation et de la démocratie dans laquelle on vit, et on doit vivre tous ensemble, voilà, avec les mêmes accès aux droits, à la justice, à l'éducation, au fait de pouvoir se former, de se transformer, et la nécessité de tous les jours, chacun à notre mesure, de pouvoir se remettre en question et continuer d'avancer pour mieux aller vers l'autre en allant en profondeur aussi en soi. Donc merci beaucoup pour ce témoignage. Oui, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter? Peut-être tout à l'heure vous avez commencé par une citation de Martin Luther King, et donc je vous donne une autre citation qui est marquée en gros sur mon camion de Médiation Nomade de Martin Luther King. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir ensemble comme des idiots. Et bien sûr, c'est très très important. Moi, c'est marqué sur mon camion. Et à chaque fois qu'il y a des jeunes qui passent à côté, ils disent franchement, elle est belle cette phrase. C'est pour ça qu'à un moment donné, c'est à nous de continuer cette éducation à la non-violence chez tout le monde. Merci en tout cas de votre écoute. Et puis, vous voyez, on a fait une action non-violente, on a parlé. Et puis, en fin de compte, beaucoup de personnes vont, j'espère, écouter ce type d'émission. Et forcément, ça va faire avancer tout le monde, quoi. Merci à vous tous. Avec plaisir. Merci beaucoup de nouveau pour ton témoignage, Yazid, et à bientôt pour un nouvel épisode de La Voix du Dedans, le podcast qui offre la parole à celles et ceux qui œuvrent dans les voies de la paix. Merci beaucoup, à bientôt.